Chapitre 24. La danse de Salomé. 19 octobre 2015. Harry venait à peine d'arriver à son bureau, ce matin d'automne, quand il reçut une convocation du ministre de la Magie. Il s'y rendit immédiatement. Après les salutations d'usage, Ackerley tendit un parchemin à Harry. « Nous avons été saisis d'une requête assez particulière, indiqua-t-il. Un centaure a été retrouvé égorgé dans la forêt interdite, et ils veulent que vous déterminiez ce qui s'est passé. »« Un centaure tué ? Nous devons enquêter dessus ? Êtes-vous certain que c'est à moi de m'en charger ?» s'étonna Harry. Harry se souvenait que, quelques années auparavant, un nouveau traité avait été signé et que la mise à mort d'un centaure par un sorcier était désormais considérée comme un meurtre et non comme un délit de chasse. Mais il ne lui semblait pas qu'un cas se soit produit depuis. D'après le directeur de Poudlard, ce sont les centaures qui ont insisté pour que vous soyez l'enquêteur. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais saisi le département de régulation des créatures magiques. Je vois. Et qui a été tué ? Pas Firenze, j'espère, s'inquiéta Harry. Adrian Ackerley lui jeta un drôle de regard. S'il avait l'esprit sans doute plus ouvert que la moyenne de la société sorcière, le fait qu'on puisse s'inquiéter pour un centaure particulier, dont on connaissait le nom, le dépassait manifestement. « C'est une femelle dont l'appellation est Salomé », précisa-t-il toutefois d'une voix égale. Harry se détendit en apprenant que son ami se portait bien et décida de ne pas relever les termes méprisants du ministre. Il préféra s'enquérir. « C'est un sorcier qui l'aurait assassiné ? Je suppose qu'il le croit. Et que c'est pour cela qu'il demande justice auprès du ministère. Il est très vraisemblable, cependant, que nous ne soyons pas en cause. Ils vivent entourés d'autres créatures dangereuses. » Il était évident pour Harry que le ministre espérait bien le voir conclure son enquête de manière à exonérer les sorciers. La neutralité de la voix et les mots soigneusement choisis n'en intimaient pas l'ordre, mais on sentait l'attente implicite. Il y a quelques années, Harry aurait sans doute indiqué clairement qu'il trouverait le coupable et l'arrêterait, même si cela mettait le ministère dans l'embarras. Mais il avait mûri et se contenta de hocher la tête. Il était inutile de déclarer une guerre qu'il n'aurait pas nécessairement à mener. Le mieux était de conduire son enquête dans les règles de l'art et de voir où cela le conduirait. « Cela implique de se rendre dans la forêt interdite, » remarqua le ministre. « Je suppose que cela n'est pas un problème pour vous. » « J'y suis déjà allé 2 ou 3 fois, » admit Harry, qui ne savait pas s'il avait tellement envie de réitérer l'expérience. « Vous serez également sous la protection du garde-chasse de Poudlard, » ajouta Ackerley. Même Harry ne pouvait pas considérer cette surveillance comme parfaitement rassurante. « Je suppose que les centaures s'arrangeront pour préserver ma sécurité, » avança-t-il. « On peut l'espérer, » abonda le ministre. « Du moins, tant qu'ils sont satisfaits de la façon dont nous menons nos investigations, » ajouta-t-il néanmoins. « Je m'en remets à votre diplomatie. » « Savez-vous qui est le chef de clan actuellement ? » s'enquit Harry. Ackerley fourragea dans ses papiers pour retrouver l'information. « Je crois que le professeur Brocklehurst me l'a indiqué. »« Ah oui, un certain Bane, vous le connaissez ? » ?»« Nous ne sommes pas exactement amis, » reconnut Harry. « Il n'est pas vraiment pro-humain. J'aurais préféré Firenze. Enfin, c'est lui qui demande notre intervention. Je suppose que cela devrait bien se passer. »« Sans doute. Vous êtes attendu à Poudlard, » lui indiqua le ministre. « Tenez-moi au courant de vos avancées. » Harry le salua et retourna à son bureau. Il fit le résumé de son entretien à Stanislas Pritchard. « Ackerley te demande d'enquêter sur la mort d'un centaure ?» s'étonna son adjoint. « La requête vient d'eux. En soi, c'est étrange. Mais pourquoi le ministre a-t-il donné suite ? » Harry savait que Stanislas n'avait pas la même ouverture d'esprit que lui concernant les créatures magiques pensantes. Cependant, son adjoint était assez représentatif de la mentalité sorcière, et il était judicieux de prendre son avis en compte. « Peut-être avons-nous des accords qui nous obligent à répondre à cette demande, » avança-t-il en songeant qu'il devait s'en assurer auprès d'Hermione. « Je ne sais pas. Qui veux-tu prendre comme partenaire ? s'enquit Pritchard.
préférant manifestement revenir à des questions qui étaient davantage de son ressort. Harry réfléchit. Cette histoire allait demander du doigté. Il valait peut-être mieux écarter les sorciers qui auraient du mal avec l'idée de traiter les centaures comme des égaux. Sans doute les plus jeunes, qui avaient vécu dans un monde plus ouvert, seraient plus à même de l'accepter, ou bien un élève de Poudlard, du temps où Firenze était professeur. Cela assurerait qu'ils connaissent les bases de la politesse centaurienne. « Owen !» décida-t-il. Il réalisa qu'il regrettait le temps où son ami faisait équipe avec lui. Son poste actuel les avait éloignés, et même s'ils prenaient un verre tous les deux de temps en temps, ces moments se faisaient trop rares. « Pourquoi pas ?» approuva son adjoint. « Tu vas te retrouver en terrain inconnu. Et c'est une bonne chose d'y aller avec quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé. » Ils firent venir Owen dans leur bureau. Dans un premier temps, l'ancien partenaire de Harry se montra ravi d'être choisi pour accompagner l'enquête de son commandant. Il déchanta cependant en comprenant que cela impliquerait de pénétrer dans la forêt interdite. « Tu sais, à part les cours avec le grand Hagrid, j'évitais le coin, » indiqua-t-il. « C'est aussi dangereux qu'on le dit ?» « Ne t'en fais pas, » tenta de le rassurer Harry. « J'y suis allé plusieurs fois et j'en suis toujours revenu. »« Tu as survécu à plein de trucs qui tueraient un sorcier normal, » opposa Owen. « Enfin, je suppose que je n'aurais qu'à rester près de toi. »« Tu n'es pas content de revoir Poudlard ?» lui demanda Harry pour l'amadouer. « Si, bien entendu, mais j'ai toujours entendu de sales histoires sur la forêt interdite. Tiens, je crois que c'est à cause de Malfoy. C'était sa menace suprême, ça, de nous amener dans la forêt et de nous y abandonner. Il semblait penser qu'il n'y avait pas d'endroit pire au monde. Le jour où il s'y est rendu la première fois, il y avait Voldemort qui assassinait les licornes pour boire leur sang. Et ce n'était pas très rassurant, reconnut Harry, tout en songeant que depuis cette époque, Malfoy avait vu bien pire. « Formidable !» tenta de positiver Owen. « Nous n'allons affronter qu'un tueur de centaures cette fois-ci. On est des aurores, c'est la routine. »« Je suis ravi de te voir dans d'aussi bonnes dispositions, » ironisa Harry. « On y va tout de suite, mais d'abord on passe chez moi. J'ai mes armes secrètes à aller chercher. »« Ah ?» fit Owen d'un ton entendu. « Je savais bien qu'il y avait un truc. » Ils prirent une cheminée dans l'atrium vers le square Grimoire. Harry se rendit dans la bibliothèque qui lui servait de bureau pour y récupérer la carte du maraudeur et sa cape d'invisibilité. « Monsieur Harry !» les arrêta Miffy alors qu'il repassait par la cuisine. « Il y a du courrier pour vous qui est arrivé juste après votre départ. » C'est un grand hibou qui l'a apporté. Harry reconnut tout de suite le sceau de Poudlard et l'ouvrit. « Cher Monsieur Potter, Firenze est venu me voir ce matin pour me prier de vous faire parvenir une demande. Il souhaiterait que vous enquêtiez personnellement sur la mort de la centauresse Salomé qui a été retrouvée la gorge tranchée hier soir dans la forêt interdite. Compte tenu de la haute sensibilité des relations diplomatiques entre les centaures et les sorciers, je me vois dans l'obligation de tenir le ministre informé de la situation. Bien cordialement, Aristote Brocklehurst. Cela répondait à la question posée par Pritchard. Ackerley avait validé cette enquête parce qu'il savait que Harry serait sollicité directement et qu'il accéderait à la demande. En investissant lui-même Harry, le ministre obligeait le commandant des Aurores à le tenir au courant de l'avancée de ses investigations et pouvait ainsi contrôler la situation. Il n'y avait plus qu'à espérer que Harry ne déclenche pas une nouvelle guerre entre sorciers et centaures. Par cheminée, les Aurores prévinrent Poudlard de leur arrivée, puis transplanèrent juste en face du portail de l'école. Les grilles s'ouvrirent devant eux, et les deux visiteurs découvrirent la personne qui remplaçait Rusard depuis quelques années. C'était une femme d'une trentaine d'années, à la peau mate et aux yeux sombres en amande. Son sourire cordial et son air avenant la rendaient immédiatement sympathique. Par Molly, Harry savait que c'était l'ancienne gouvernante d'une famille aisée, et qu'elle s'appelait Amal Darnapan. Elle avait perdu coup sur coup son mari, décédé brutalement, et son travail, le plus jeune des enfants de ses employeurs, ayant intégré Poudlard. Seule, sans ressources et sans logement,
elle avait postulé au poste que Rusard venait de laisser vacant, mettant en avant son habitude des enfants et son expérience dans la tenue d'une grande maison. Les élèves, notamment les plus jeunes, appréciaient la chaleur et la gentillesse de la femme, qui n'hésitait pas à leur apporter son aide quand ils se perdaient dans le château, se sentaient loin de chez eux ou qu'ils étaient victimes d'une mauvaise blague de Peeves. Contrairement à Rusard, elle n'était pas craque-molle et savait se faire respecter. Ceux qui avaient pensé que son arrivée assouplirait la discipline en avaient été pour leurs frais. Elle ne badinait ni avec le couvre-feu, ni avec les bonnes manières. Les corvées qu'elle réservait aux insolents et aux noctambules pouvaient se révéler très désagréables. « Bonjour, messieurs les aurores », les accueillit la nouvelle concierge en souriant. « Le directeur vous attend dans son bureau. » Quand ils pénétrèrent dans le hall, Harry regarda autour de lui, respirant à plein poumon l'odeur familière du lieu. « Gryffondor est bon dernier », fit remarquer Owen en désignant les sabliers géants du menton. Constatant que Serpentard côtoyait Poufsouffle dans les hauts scores, Harry s'abstint de répondre à cette réflexion déloyale et suivit la gardienne dans les escaliers. Hagrid se trouvait avec le professeur Brocklehurst. Il fallut plusieurs minutes à Harry pour s'extirper de la chaleureuse étreinte du demi-géant. Après que Harry l'eut assuré de son bon état de santé, ainsi que de celui de sa douce moitié, de sa descendance, comme de chacun des autres membres de sa famille élargie, puis prit à son tour des nouvelles de son gigantesque ami et de sa monumentale fiancée. Enfin, il put tourner son attention vers Brocklehurst et le saluer. Il allait aborder la raison de leur présence, quand un portrait qu'il ne connaissait pas attira son regard. Le professeur Rogue le lui rendit sans ciller. Harry n'était pas revenu dans ce lieu depuis plus de 6 ans, lors de sa confrontation avec une amulette agressive. Le professeur Brocklehurst lui avait alors affirmé que le portrait de son prédécesseur était en train d'être peint. Sa conscience acquittée, Harry n'y avait plus pensé. Il s'approcha pour détailler l'œuvre. C'était un tableau de taille modeste par rapport aux autres, ce qui convenait au mandat très controversé de celui qui y était représenté. En outre, il se détachait assez peu, le sinistre directeur ayant été peint dans une de ses éternelles robes noires sur un fond vert foncé. Seul son teint pâle, sous des cheveux de jais, formait une tache claire sur la toile. Harry retrouva la physionomie revêche, les yeux froids et l'air hautain dont il ne se souvenait que trop bien. « Bonjour, professeur Rogue », balbutia-t-il, ayant l'impression d'être ramené 15 ans en arrière. « Eh bien quoi, Potter, durant toutes ces années, vous n'avez pas appris à vous exprimer clairement ?» S'il avait été en face du véritable Rogue, Harry lui aurait rétorqué que d'autres n'apprenaient pas à être aimables. Mais il se trouvait devant un portrait qui était établi à partir de souvenirs, et cela l'avait forcément rendu moins complexe que ceux qui étaient peints du vivant de leur modèle. « Est-ce bien ce que vous souhaitiez, monsieur Potter ?» s'enquit Brocklehurst. « Oui, merci infiniment. C'est parfaitement lui. Évidemment, vous devez apprécier de savoir que j'ai été représenté par un peintre de seconde zone, Gryffondor qui plus est, » grogna le maître de potions. Harry sourit en pensant à Dean, qui avait été choisi pour cette tâche, non seulement parce qu'il faisait de magnifiques portraits, mais parce qu'il avait suffisamment côtoyé l'enseignant pour lui transmettre les traits les plus saillants de sa personnalité. Harry s'approcha ensuite de la peinture du professeur Dumbledore. Le vieux directeur paraissait dormir, mais cela n'empêcha pas l'Aurore de lui dire bonjour. En réponse, un éclair bleu semblable à celui qu'il avait naguère aperçu dans son miroir filtra sous les paupières closes et il lui sembla que, sous la moustache blanche, la lèvre se retroussait légèrement. Avec un sourire, il revint vers les autres. « Il ne me parle pas souvent », regretta Aristote Brocklehurst. « Il doit estimer que vous vous en tirez très bien », lui assura Harry. « Sinon, je pense qu'il s'efforcerait de bousculer vos certitudes par des phrases tellement détournées qu'il vous faudrait des semaines avant de comprendre qu'elles n'étaient pas aussi hors sujet qu'elles le paraissaient. »« Ah, je me sens moins fruste d'un coup. Il est donc normal d'avoir l'impression qu'il répond parfois aux questions que je ne me pose que des mois plus tard ? Absolument. Bien, je m'en souviendrai. »
Il y eut un petit silence, puis le directeur de Poudlard revint sur leurs préoccupations du jour. Comme je vous l'ai écrit, Firenze est venu ce matin à l'aube pour demander que vous fassiez une enquête sur le meurtre d'une centauresse. « C'est épouvantable !» mugit Hagrid, les faisant tous sursauter. « Cette pauvre petite, fauchée dans la fleur de l'âge !» Brocklehurst attendit que son professeur de soins aux créatures magiques ait terminé de trompeter dans son mouchoir pour continuer. « Désirez-vous voir la dépouille ? Si c'est le cas, il faut le faire tout de suite. » « Oui, nous devons recueillir les preuves et examiner le corps, » approuva Harry. « Je suppose que c'est Hagrid qui nous conduira sur place. » « Je suis à ta disposition, Harry, » assura le géant en bombant le torse. Owen ne paraissait pas convaincu que ce soit une bonne chose, mais garda le silence. Quand ils débouchèrent dans l'escalier en colimaçon, le premier cours du matin venait de se terminer, et des élèves se croisaient pour se rendre à leur leçon suivante. La présence de 2 adultes étrangers à l'établissement ne passa pas inaperçue. Cela rappela des souvenirs, pas toujours excellents, à Harry. Comme il avait fait des années plus tôt, il feignit de ne pas voir les doigts pointés ni entendre les chuchotements excités. Du coin de l'œil, cependant, il chercha Teddy, Fleur, Dominique et Freddy, mais ne les aperçut pas. À la lisière de la forêt interdite, Ben et Firenze les attendaient. Imitant Brocklehurst et Hagrid, Harry pencha la tête pour les saluer respectueusement. Owen, un peu en retrait, en fit de même. « Nos chemins devaient se recroiser, humains, » l'accueillit Ben. « Si c'est écrit dans les étoiles, » répondit Harry, se disant que centaures ou sorciers, les adeptes d'art divinatoire se prévalaient toujours d'avoir prévu les catastrophes et que, plus c'était macabre, plus ils en avaient l'air satisfaits. « Je ne crois pas que vous connaissez l'Aurore Harper qui viendra avec moi, » ajouta-t-il en désignant son collègue. « Est-il de ton clan » demanda Bane. « Oui, c'est cela, » répondit Harry, qui n'avait jamais envisagé les choses ainsi, mais qui considérait le terme bien choisi. « Alors il aura autant que toi la protection des centaures, » assura Bane. Harry remercia en inclinant la tête, se réjouissant de trouver Bane dans de si bonnes dispositions. Il se demanda cependant si cela suffirait à faire taire les appréhensions de son partenaire. « Bonjour Harry Potter » intervint seulement Firenze. « Bonjour Firenze. J'espère que la vie de la forêt est douce pour vous » répondit Harry, reprenant les termes que le centaure avait prononcés la dernière fois qu'ils s'étaient vus, lors de son mariage avec Ginny. « Hélas, la forêt a repris ce qu'elle avait donné. Lourd est mon cœur, aujourd'hui, car le rameau de mon être a été amputé. » Il fallut plusieurs secondes à Harry pour comprendre le sens de cette formule alambiquée. « Salomé était votre fille ?»« Son naissance s'est éteinte avant que son heure ne soit venue, » confirma Firenze d'une voix triste. « Toutes mes condoléances, » dit Harry sincèrement désolé pour lui. « Nous n'avons que faire des paroles vaines des humains, » le reprit sèchement Bane. « C'est la vengeance que nous attendons de vous. » Harry reconsidéra le contexte. Firenze, visiblement assommé par la douleur, n'avait sans doute aucune vision politique. Ce n'était pas le cas de Bane, qui voulait manifestement profiter de la situation pour mettre les sorciers dans l'embarras. La volonté d'Ackerley de suivre l'enquête de près était parfaitement justifiée. Ce qui intéressait Harry, cependant, restait la résolution de ce crime. « Nous ferons notre possible pour identifier l'assassin de Salomé et le punirons en conséquence, » garantit Harry en choisissant ses mots. « Pour commencer notre enquête, pouvons-nous voir le lieu où cela s'est passé ?» Sans répondre, Ben leur tourna le dos et s'engagea sur un sentier. Brocklehurst leur adressa un silencieux signe d'encouragement alors que Firenze, Harry, Hagrid et Owen s'enfonçaient sous les arbres. Il leur fallut près d'1 quart d'heure de marche pour arriver à destination. Au bout de 100 mètres, les ramures denses des arbres les plongèrent dans une semi-obscurité. De nombreux sons leur parvenaient, craquements, bruissements, halètements, cris divers. Harry sentait Owen juste derrière lui, le serrant de tellement près qu'il se heurtait à chaque fois qu'il ralentissait pour négocier une ornière ou une branche d'arbre en travers de sa route. Il espéra
que la terreur de son partenaire se calmerait une fois qu'ils auraient commencé leur travail. Soudain, leur guide s'arrêta. Harry, dont le regard était rivé au sol pour éviter de trébucher sur une racine ou un autre piège, leva les yeux pour évaluer son environnement. Il sentit son cœur s'emballer en reconnaissant les lieux. « Il fallait que ce soit là, » murmura-t-il, décontenancé. « Ce lieu est maudit, » confirma Hagrid, d'une voix étonnamment ténue. Pourtant, la clairière semblait chaude et rassurante après la pénombre des bois. Les rayons de soleil s'y déversaient et même les bruits qui leur parvenaient étaient moins oppressants. Mais Harry y voyait le cercle des mange-morts, les yeux à l'éclat purpurin, le rayon vert porteur de mort. Il supposa que Hagrid se souvenait de son corps sans vie et revivait le macabre pèlerinage qu'il avait ensuite effectué. Bane s'écarta, et le spectacle qu'il révéla n'était pas susceptible d'égayer les pensées de Harry. La dépouille reposait sur le flanc droit. C'était un corps robuste, à la robe Isabelle. Les seins ronds, qui adoucissaient la partie humaine du cadavre, ne laissaient aucun doute sur son caractère féminin. Sa longue chevelure était exactement de la même teinte que la queue claire qui recouvrait en partie la croupe de la victime. Avant de s'avancer davantage, Harry scruta le sol. Il était défoncé par des marques de sabots. « Vous passez souvent par ici ?» demanda-t-il au centaure. « Quand notre chemin nous y mène » répondit Bane. « Il y a énormément de traces, » montra Harry. « Nous sommes venus en nombre pleurer la douce Salomé, » expliqua Firenze. Autant pour les indices. Les deux aurores s'avancèrent lentement pour examiner la dépouille de plus près. La pâleur de la partie humaine du corps imposant ne laissait aucun doute sur l'absence de vie. Le visage de la morte était pénible à voir. Elle avait la bouche entr'ouverte et les yeux révulsés. Avant d'approcher davantage, il leur fallait commencer à récupérer les preuves matérielles. « Nous allons utiliser de la magie, » prévint Harry. Il attendit que les deux centaures aient incliné la tête pour sortir sa baguette de sa poche. Owen en fit autant et envoya les sorts d'enquête de routine. Très vite, ils déterminèrent qu'aucune magie noire n'avait été lancée sur la victime et qu'aucun sortilège n'était détectable sur le corps. Ensuite, ils recueillirent tout ce qui pouvait s'être déposé autour du cadavre. Ils récupérèrent ainsi un panier qui se trouvait près d'elle, à moitié enfoui dans la terre. Puis ils se rapprochèrent et examinèrent la centauresse. Elle avait eu la gorge tranchée, ce qui était sans doute la cause de la mort. D'autres coupures étaient visibles sur son corps, mais rien de fatal à première vue. Chacune des blessures ressortait, mince trait écarlate sur la peau livide de Salomé. La partie animale n'avait pas été épargnée, mais les poils rendaient les estafilades moins visibles. Owen et Harry continuèrent leur prélèvement, se concentrant désormais sur le cadavre. Ensuite, Harry sortit son appareil photo. Les deux centaures fixèrent le boîtier avec méfiance, ne sachant manifestement pas ce que c'était. À la prise du premier cliché, Bane se cabra, mais Firenze le retint par le bras. Harry, qui s'était interrompu, vérifia que le chef des centaures n'avait pas l'intention de le charger avant de prendre une autre photo. Méthodiquement, il photographia la lésion à la gorge, puis fit le tour du corps pour en saisir chaque angle de vue, et enfin recula pour prendre la clairière dans son ensemble. Owen examinait la plaie principale. « C'est bizarre, remarqua-t-il. On dirait que la coupure a été nettoyée, la peau est propre, sans trace de sang. » Harry se tourna vers les centaures. « Est-ce que vous avez touché à Salomé ?» demanda-t-il. Firenze secoua négativement la tête alors que Bane décrétait. « Nous nous rendons à la terre, telle que la mort nous a pris. » Harry en conclut que les centaures ne pratiquaient pas la toilette mortuaire. « Mais je suppose que vous avez vérifié qu'elle était décédée, » insista-t-il. « L'avez-vous bougée? Avez-vous examiné ses coupures? » « Non, » répondit Firenze. « J'ai tout de suite vu que sa vitalité s'était envolée à jamais. J'ai appelé mes frères et sœurs, et nous avons commencé le rite du départ, en cercle autour d'elle. Nous l'avons veillée pour que nul ne la touche. Normalement, nous devrions être en train de creuser sa dernière couche. Mais le professeur Brocklehurst m'a dit que vous aviez besoin de la voir pour savoir qui a brisé le cours de son temps. » Bane tapa au sol avec son sabot, signifiant clairement sa désapprobation.
Harry comprit qu'il ne devait pas trop tarder à les laisser poursuivre leur rite et, dans l'intervalle, toucher le corps le moins possible. Les aurores continuèrent leurs examens et revinrent à la blessure principale, dont ils reprirent des photographies. Ils se concentrèrent ensuite sur le sol. Il y avait bien du sang séché sur l'herbe, mais pas la flaque à laquelle ils pouvaient s'attendre. « Combien de litres, à ton avis » demanda Owen. « Au moins 40, estima Harry, après avoir contemplé le corps. Owen secoua la tête et refit un prélèvement de terre. « Elle a pu être déplacée avant leur arrivée, » proposa-t-il. Harry soupira. Ils avaient peu de chance de le déterminer, vu que le clan des centaures avait dû arpenter la clairière toute la nuit. « Il faut la soulever, » décida-t-il. Après avoir prévenu leurs hôtes de leur intention, Harry et Owen firent léviter le corps de Salomé et l'examinèrent avant de scruter le sol sur lequel elle reposait. Ils firent d'autres prélèvements, puis la redescendirent en douceur. Les deux aurores échangèrent un regard. Il y avait davantage de sang autour des blessures qui se trouvaient contre la terre. L'herbe sous le corps avait été non seulement écrasée, mais aussi rougie. Elle a saigné sur place, mais seules les coupures accessibles après qu'elle soit tombée ici ont été nettoyées, formula Owen. Les plaies les plus petites ont été faites avant qu'on lui tranche la gorge, énonça Harry. Elle a sans doute cherché à se défendre ou à s'échapper. Salomé s'est fait respecter ses sabots, assura Firenze. Un centaure ne fuit pas, ajouta Bain. Harry se souvint de tous les moments où ils avaient vu les centaures en formation guerrière et demanda tout haut. Avait-elle un arc ? Oui, normalement, mais nous ne l'avons pas retrouvée, indiqua Firenze. Peut-être ne l'avait-elle pas pris. Harry leva sa baguette. Actio arc. Celui que portait Bain en bandoulière obéit à l'injonction. Le centaure le rattrapa au vol et fusilla Harry du regard. Un moment après, des morceaux de bois éparses et une corde en lambeaux foncèrent vers eux, provenant d'un buisson situé à l'orée de la clairière. « Il semble qu'on l'ait désarmé, » avança Owen. Ils examinèrent ses mains. Elles présentaient des entailles profondes qui accréditaient la thèse d'Owen. Harry lança un sort de détection sur les débris de l'arc, mais seul son sortilège d'attraction fut repéré. L'extrémité des morceaux de bois leur sembla nette. L'arme avait été découpée sans doute par la même lame qui avait blessé et tué Salomé. Ils examinèrent avec soin le buisson d'où venaient les débris, mais n'y détectèrent rien d'intéressant. Harry estima qu'ils en avaient terminé avec le relevé des indices et qu'il était temps de définir les circonstances du drame. « Avez-vous une idée précise du moment où cela a pu arriver » demanda-t-il au centaure. « Elle était partie de notre village, quand le soleil était à 1/3 de son déclin, » les informa Firenze. « Elle aurait dû revenir à la nuit tombée. »« Entre 16h et 18h, » traduisit Owen après un temps de réflexion. « Elle s'était éloignée seule ?»« Comme à l'accoutumée, » répondit l'ancien professeur de divination. « Les autres centaures l'ont-ils aperçue après son départ ?» poursuivit Owen. Harry, qui écoutait l'échange en prenant des notes, se demanda si on le laisserait les interroger directement. Nul du clan ne l'a vue. Mais c'est normal, car nous vaquions tous à nos activités dans des endroits différents. Saviez-vous où elle devait aller ? Avait-elle quelque chose de particulier à faire ? Chaque membre du clan a des tâches définies. Salomé était chargée de cueillir les baies dans cette partie de la forêt. Elle le fait entre le zénith du soleil et son coucher. Logique, songea Harry. Ils veillent durant la nuit pour observer les étoiles et dorment pendant la matinée. L'après-midi, ils doivent chercher de la nourriture et effectuer tous les autres travaux nécessaires à leur survie. Donc tout le monde savait où elle se rendait, résuma-t-il. Quand l'avez-vous découverte ? Quand la lune a croisé l'orbe de Cassiopée. Harry nota la réponse sur son cahier, songeant que le professeur d'astronomie pourrait l'éclairer plus tard. Mais Firenze comprit la difficulté et reformula. « C'est après la chute du jour. Une demie de vos périodes de temps, je crois. Vous voulez dire une demi-heure après le coucher du soleil ? 18h30, le fit préciser Owen. Je ne comprends toujours pas comment vous appelez les moments, leur confia Firenze. Nous nous basons sur le soleil et les astres. Harry se demanda comment il avait fait pendant sa période d'enseignement. Dumbledore venait-il le prévenir qu'un cours était imminent ou le centaure se contentait-il d'attendre l'arrivée des élèves pour dispenser son savoir ? Combien de temps mettez-vous entre ici et votre village ? Demanda Owen. Firenze réfléchit un moment avant de dire.
la moitié de vos périodes au pas, moins au trot ou au galop. Elle n'a pas pu arriver dans la clairière avant 16h15 et aurait dû en repartir au plus tard à 17h45, récapitula Owen. Enfin, si on s'est bien compris. Ses membres étaient-ils rigides quand vous l'avez découverte? Son corps était-il déjà froid? Se fit préciser Harry. J'ai respecté la présence de la mort, répondit le père de la victime, avec dans sa voix une tristesse qui toucha Harry. Owen, de son côté, se mordillait la lèvre inférieure, comprenant que le tabou du contact avec les morts allait compliquer la datation du décès. « Et vous n'avez découvert personne dans les environs ?» reprit le partenaire d'Harry. « Nous avons organisé une battue », les informa Bane qui s'était rapproché d'eux pendant l'interrogatoire. « Mais l'humain n'a pas fait face à son acte. Vous avez entendu quelqu'un fuir ?» tenta de décrypter Harry. « Vous l'avez aperçu ?» Des branches cassées ont dévoilé son chemin, mais nous avons perdu sa trace dans les rocs. « Les rocs ?» répéta Owen. « Je pense qu'il veut parler d'une colline truffée de grottes à 1 kilomètre d'ici, » intervint Hagrid. Harry et Owen se regardèrent, moyennement enthousiastes à l'idée de s'enfoncer encore dans la forêt. « Êtes-vous certain que c'était un humain ?» insista Harry. « L'avez-vous vu ?» réitéra-t-il. « Qui d'autre pourrait tuer avec autant de cruauté ?» demanda Bane d'une voix qui disait le peu de bien dont il créditait les humains. « Les coupures pourraient être le fait d'une lame, mais aussi d'une griffe, » fit remarquer Harry. « Hagrid, est-ce que les mandibules d'une acromantule pourraient causer une blessure de ce genre ?»« Je le savais !» jeta Bane à Firenze. « Tout ce qu'ils vont faire, c'est rejeter la responsabilité sur d'autres. Ils ne sont pas nos amis, et nous n'avons rien à attendre d'eux. »« Elle porte le signe des hommes sur elle, » ajouta-t-il en pointant la gorge ouverte, « mais ils continuent à nier l'évidence. » Harry inspira profondément. Interroger les centaures s'avérait truffé d'embûches. Mais ils avaient besoin de réponses. « Par où a fui le meurtrier ?» questionna-t-il. Il découvrit un sentier qui serpentait entre les arbres, dans la direction opposée de celui par lequel ils étaient arrivés. Un coup d'œil suffit à faire comprendre à Harry qu'il trouverait difficilement des indices. La charge des centaures avait labouré le terrain. « Quel genre de traces avez-vous vu ?»« Celles que laissent les vandales que vous êtes, » fit Bane d'une voix méprisante. Harry contempla l'équidé en se demandant s'il avait l'habitude de pister les animaux. « N'était-il pas végétarien ? Pourriez-vous me montrer là où vous avez perdu sa trace ?» les pria-t-il. « Je vous conduirai, » accepta Firenze. « Ensuite, pourrons-nous terminer les rites funéraires ?»« Oui, il n'y a plus de raison de les différer, » répondit Harry, considérant qu'il avait récupéré tout ce qui pouvait l'être. Il parcourut l'endroit des yeux. Malgré le cadavre en son centre, la clairière paraissait à la lumière du jour bien moins lugubre que lorsqu'il l'avait découverte, accompagnée de ses fantômes. Il se souvint qu'il avait laissé tomber la pierre de la résurrection à cet endroit même, quand le sortilège de mort du Seigneur des Ténèbres l'avait renversée. Était-elle encore ici, enfoncée dans la terre meuble, piétinée par toutes les créatures qui étaient passées par là ces 15 dernières années? Devait-il la rechercher? S'il arrivait à faire parler Salomé, elle pourrait lui décrire son assassin et les éclairer sur les circonstances du drame. Il repoussa cette idée. La pauvre fille serait-elle heureuse d'être appelée par un inconnu pour raconter comment elle était morte? Le conte des 3 frères et l'expérience de Dumbledore lui indiquaient que rien de bon ne pouvait sortir de l'utilisation de cet artefact. Il devait y renoncer définitivement, tout comme il l'avait fait avec la baguette de l'aîné. Il ne désirait pas mettre la main sur cette pierre et être ensuite responsable de ce qu'il adviendrait d'elle. Par contre, il devait déterminer où il se trouvait au cas où il aurait besoin de revenir sur les lieux du crime. Il sortit la carte du maraudeur de sa poche et repéra l'endroit où apparaissait son nom et celui de ses compagnons. Son père et ses amis connaissaient ce lieu et l'avaient noté sur le vocable de « clairière sombre ». Tout en remballant rapidement son parchemin pour ne pas être questionné dessus, il s'interrogea sur ce qui s'était passé pour que les maraudeurs lui attribuent une appellation aussi sinistre. « Pouvons-nous y aller maintenant ?» demanda-t-il. Sous la conduite des 2 centaures, ils suivirent la sente sinueuse.
il leur fallut plus de 20 minutes en marchant d'un bon pas pour atteindre le lieu où la roche remplaçait l'humus. Harry constata, à la démarche de ses hôtes, que les centaures n'aimaient pas fouler sur un sol pierreux. Devant eux, il y avait une 50aine de mètres en pente douce, puis une falaise, percée de trous qui auraient effectivement pu offrir un refuge à l'agresseur. D'autant que les centaures ne pouvaient pas en faire l'escalade. Harry et Owen échangèrent un regard. Il leur faudrait des heures et des heures pour fouiller l'amas de roches. Owen sortit sa baguette. « Hominum revelo » lança-t-il à tout hasard. Il n'y eut aucune lueur révélant une présence humaine. « On va quand même y faire un tour » décréta Harry, faisant discrètement soupirer son coéquipier. Laissant les centaures en bas, les deux aurores, pesamment suivis par Hagrid, crapahutèrent dans les trous des rochers. Certains étaient de simples niches, d'autres étaient de vraies grottes faisant jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ce fut Owen qui fit leur plus intéressante découverte, un tas d'ossements avec un peu de chair séchée qui y adhérait encore. Hagrid le rejoignit en soufflant et indiqua. « C'est sans doute les restes de repas d'une harpie ou d'un charognard. Cela ressemble à des os de lapin. »« Des harpies » frissonna Owen. « Quel genre de charognard » s'enquit Harry. « Croupe sauvage, loup, chartier, acromantule » répondit Hagrid. Entendant la fin de l'énumération, Harry lui jeta un regard surpris. Pour se justifier, le géant précisa d'une voix outrée. « Les descendants d'Aragog sont très mal élevés. » « Aurait-il pu s'en prendre à Salomé ?» redemanda Harry, vérifiant que les centaures n'étaient pas à portée de voix. « Cela arrive très rarement. Pour commencer, les centaures baissent rarement leur garde. Ensuite, les acromantules n'ont pas du tout envie de voir leur nid piétiné par leurs sabots. »« Bon, » conclut le commandant des aurores, « nous avons vu ce que nous voulions voir. Il est temps de rentrer. » Il était près de midi quand ils sortirent de la forêt interdite. « Tout le monde doit être en train de déjeuner, » fit remarquer Hagrid. « Vous vous joignez à nous ?»« Merci Hagrid, mais nous avons nos prélèvements à analyser et nous devons poursuivre notre enquête. Pourriez-vous saluer le directeur de notre part et dire qu'on reviendra bientôt ?» Le professeur de créatures magiques les raccompagna à la grille, d'où ils transplanèrent dans le hall du ministère. En arrivant au QG des aurores, Harry se rendit au bureau de Demelza, qui semblait s'ennuyer ferme devant une montagne de parchemins. « On t'a donné quelque chose d'urgent à faire ?» s'enquit-il. Demelza le regarda d'un air suppliant. « Dis-moi que tu as besoin de moi pour une enquête intéressante. » Harry lui sourit avec compassion. Elle était dans son 5e mois de grossesse et était confinée au bureau. Nous ne pouvons plus prendre le risque d'aller sur le terrain. Elle offrait ses services à ses collègues pour ce qui n'exigeait pas d'effort physique et ne présentait pas de danger. Ce qui se traduisait dans les faits par beaucoup de paperasserie. « L'analyse de prélèvement d'une scène de meurtre, ça te va ? J'en rêvais, merci, merci. La victime est une centauresse, précisa Owen. Je sens que je vais adorer, s'extasia la future mère. Prends ça comme un cadeau de naissance en avance, plaisanta Harry. Il reprit son sérieux et lui expliqua les grandes lignes de leur affaire. Il conclut. N'hésite pas à demander de l'aide à Altea ou au département des créatures magiques. C'est un contexte délicat, nous n'avons pas droit à l'erreur ou à l'échec. Ce n'était pas la première fois que Harry se félicitait d'avoir intégré une ancienne médicomage dans leur équipe, susceptible de faire les analyses ne demandant pas de matériel spécifique ou de faire jouer ses relations quand il était obligé de passer par Sainte-Mangouste. « Je vais faire de mon mieux pour faire parler tes prélèvements », assura Demelza. Harry lui sourit, puis la laissa avec les échantillons. « Bon, fit-il en direction d'Owen, il est temps de faire le point.